la dimension de la complémentarité, c'est pas juste notre dialogue à nous, c'est le rapport avec les gens. Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième épisode de Deux à la table. Aujourd'hui, avec Francine, on va parler de l'un et le multiple. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous êtes vraiment bienvenus pour inscrire vos commentaires, réflexions, les questions qui pourront surgir tout au cours de l'entrevue, l'échange que nous allons avoir ensemble. Alors, Francine, qu'est-ce que tu mets sur la table aujourd'hui? Qu'est-ce que je mets sur la table? J'y ai pensé, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais bien prendre comme objet symbolique pour représenter le thème d'aujourd'hui, l'un et le multiple? Un objet ou deux? J'aurais pu avoir deux objets, un pour représenter l'un, un pour représenter le multiple. Puis, mais il n'y avait rien qui me venait. Puis à un moment donné, j'étais assise à mon bureau. Puis là, il y avait quelque chose dans mes tablettes qui m'a dit « Ah, ça serait une belle expression de l'un et du multiple. » Voilà, tu nous intrigues. Ah, ben oui. Ben oui. Ah oui, toi, tu vois ça tout de suite. Ben, Pourquoi? Qu'est-ce que tu vois en lien avec l'un et le multiple? ben en fait, ben, il y a un monde. Donc là, au niveau, je veux dire, visuel, on a un globe. Donc, Oui. c'est une unité qui rassemble énormément je ne veux pas dire personnalité, mais énormément d'éléments qui sont aussi tous uniques. Ils sont un peu tous uniques les uns des autres. Alors, oui, ben, je dirais ça, une terre, l'être humain, dans ce qu'il est d'unique et de spécial, et en même temps dans sa diversité, sa multiplicité, Absolument. ça. Puis, en plus, c'est que tu as des éléments matériels comme des océans, Ah oui, des c'est vrai. terres, Oui, c'est vrai, effectivement. des Qui continents. constituent un seul, le gaz, l'atmosphère. Absolument, absolument. Alors, c'est sûr que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est intéressant. D'autant plus que souvent, quand on regarde le monde aussi, ça nous fait penser aux différents peuples. Puis, pour moi, ça me fait penser à la géopolitique. Puis, comme je disais dans l'épisode précédent, moi, en philosophie, une sphère ou une rubrique qui m'intéressait beaucoup, c'était la philosophie politique. Puis, pour moi, la question de l'un et du multiple, bien, c'est certainement un concept, l'un et le multiple, qui n'est pas nouveau comme tel, parce que chez les anciens, les Grecs, on parlait de l'un et du multiple. C'est une rubrique très philosophique. Oui, c'est ça. Je me demandais d'où venait le terme, d'où venait l'expression, parce qu'on l'entend quand même. Ben, moi, je ne l'entends pas si souvent que ça. Et on entend des fois plus quasiment l'un et l'autre que l'un et le multiple. Absolument. Pour moi, ouais. Bien, l'un et le multiple, c'est parce que les premiers qui ont réfléchi et dont on a des écrits, puis je pense que je l'ai mentionné, je ne suis pas certaine, en tout cas la dernière fois, les pré-socratiques, c'est-à-dire des penseurs grecs d'avant Socrate, qui se sont penchés sur une espèce de conception de l'univers. Puis, ils ont remarqué qu'il y avait des éléments différents. Puis, chacun est parti de différents éléments pour fonder, mettre sur la table une vision du monde. Puis, l'un et le multiple, c'est que finalement, quand Aristote qui a suivi Socrate, Aristote était un élève de Platon qui était un élève de Socrate. Bien, Aristote, il a fait une revue un peu de ses premiers penseurs en disant qu'au bout de la ligne, tous les penseurs fondent leur système de pensée sur la relation à différents éléments. Les éléments sont différents, les associations d'éléments sont différents selon les penseurs, mais c'est tout en termes de contraires souvent, et ça finit par être l'un et le multiple. Parce qu'il y a des théories qui sont plus, des visions du monde qui sont plus unitaires, d'autres qui sont plus multiples. Tu as les atomistes qui existent
avant Socrate. L'idée de l'atome, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, hein. C'est très ancien. Il y avait déjà une conception de la structure de l'univers en termes d'atomes. Alors, c'est ça. Pour moi, je trouvais que ça représentait bien l'un et le multiple. Là, toi, là, Francine, qu'est-ce Oui. qui fait que l'un et le multiple, ça t'intéressait plus que l'un et l'autre? Plus Parce que tu l'un me et disais, l'autre. oui, tu me disais que bon, l'un et l'autre, c'est plus Jean-Marc parce que vous avez vraiment travaillé à deux, puis que l'un et le multiple, toi, t'intéressait. Donc, c'est plus le côté philosophique du principe Oui, de l'un oui. et le multiple. Bien, moi, je dirais que ce qui fait que je me suis intéressée à l'un et le multiple, bien, c'est sûr que pour moi, la découverte des présocratiques, ça a été... ça m'a ouvert Coup les yeux. d'envoi, Ça a OK. été un peu comme tu sais, un open eyes, là, Ouais. c'est une mauvaise expression, mais pour le dire, là, mais Une révélation. une révélation ou en tout cas, ça a déclenché quelque chose en dedans. Parce que moi, la philosophie grecque, là, j'avais bien de la misère avec ça. Premièrement, bien, il y avait souvent les livres, il y en avait qui c'était écrit en grec, il aurait fallu savoir le grec pour aller vraiment dans le texte, c'était juste des commentateurs. Puis, pour moi, j'avais de la difficulté à entrer dans ce type de pensée-là. Mais les présocratiques, eux, s'occupent En fait, c'est des fragments qu'on a, fait qu'on a le point de départ. Fait que moi, je dirais que presque par intérêt ou par... Je ne sais pas comment ça se fait, je suis intéressée au point de départ, à ce qu'on met sur la table en premier, parce que pour moi, tout le reste en dépend. Puis, à ce moment-là, bien, c'était beaucoup la question de l'un et du multiple. Puis, quand j'ai commencé à travailler avec Jean-Marc, puis qu'on s'est dit, bon, on va faire quelque chose ensemble sur la complémentarité, on s'est réparti un peu les tâches. Parce que lui, Jean-Marc, je dirais que c'est peut-être un des éléments, je ne sais pas s'il dirait vraiment que c'est ça, je pense que oui, c'est que lui, ce qui a été une révélation, c'est la Bible hébraïque, c'est-à-dire particulièrement les textes de la Genèse, les premiers chapitres, les chapitres de la création, donc lui aussi du début, mais en hébreu. Puis, pour lui, ça a été extraordinaire. Fait que là, lui, Zachar et Nekeva, qui sont les deux mots qui sont employés dans le premier chapitre de la Genèse, la création en 6 jours, ou au 6e jour, c'est la création de l'être humain, homme et femme. Bien, quand on dit homme et femme, c'est Zachar et Nekeva. Alors, Jean-Marc, pour l'un et l'autre, il y avait cette dimension-là, pas juste celle-là, parce que dans le deuxième chapitre, il y a d'autres éléments, tout ça. Alors, Jean-Marc, lui, il s'occupait de cette question-là. Puis moi, bien, je m'occupais de trouver les fondements philosophiques d'un principe de complémentarité en voyant, par exemple, qu'est-ce que Nisbar qu'est-ce qu'il avait dit à ce sujet-là, puis d'autres comme ça. Mais en même temps, c'est que, personnellement, je me suis mis à réfléchir sur la question de la Trinité. Parce que, justement, je trouve que la Trinité... L'un et le multiple. L'un et le multiple. Oui. Puis aussi l'un et l'autre. Parce que Ah oui. quand Jésus parle, il va dire à un moment donné, Père, qu'il soit un, qu'il au pluriel, le multiple, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Fait que toi et moi, c'est l'un et l'autre. Que tous soient un, c'est l'un et le multiple. Puis là, on va pas se dire, bien, où est-ce qu'elle est la Trinité là-dedans? Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, Jésus, quand il envoie ses disciples enseigner, il leur dit, allez enseigner toutes les nations, puis faites des disciples, puis baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Fait qu'on voit que dans la présentation qui est donnée, puis qu'on a appelée la Trinité, parce que ce n'est pas Jésus qui a employé le mot Trinité, il y a une dimension qui est très claire d'une certaine dualité, pas un duel, une dualité, père et fils, ça va ensemble, c'est le même champ sémantique. L'esprit, c'est un autre champ sémantique. C'est un peu comme s'il y avait une base du deux, puis que l'esprit, c'était l'agent de la complémentarité au fond, parce que c'est lui qui est à la fois un et multiple. Il est plus évanescent, il bouge, il se déplace, on ne sait ni d'où il va, ni d'où il vient, ni où il va. C'est une autre parole biblique. Alors, ça, je trouve ça intéressant. Comme par exemple, quand nous, on parle, puis que je parlais des gens qui nous écoutent, bien, c'est un peu comme si nous, on est un premier deux, mais là, il y a un rapport qui s'établit avec ce qu'on veut, ce dont on veut, ce sur quoi on veut échanger, et les gens que l'on convie
à venir à la table, qui s'adresse à tous. Fait que moi, c'est sûr que ça m'intéressait beaucoup. Puis j'ai écrit là-dessus, mais c'est des balbutiements au fond. Mais Oui, ces c'est balbutiements-là, pour moi, ils aident le cerveau à fonctionner sous un mode qui n'est pas figé dans un deux ou dans un affrontement de l'un par rapport à l'autre ou de l'un par rapport au multiple. Tu parlais de père et fils, euh, moi, tu sais, mettons, quand on parlait de société ou quand on se disait, tu sais, tantôt, tu disais, bon, moi, j'ai pris tel élément, puis j'ai pris tel élément, mais en même temps, des fois, tu penses, il y a peut-être des éléments auxquels tu pensais qui faisaient plutôt référence au projet de Jean-Marc, mais quand je pense à société, ben, un des fondements ou des bases de la société, c'est la famille. Puis souvent, en tant qu'enfant, on est toujours en train de se dire, ah, ben ça, c'est mon père, ou ça, c'est ma mère, ou ça, c'est... On cherche à l'intérieur de... On a notre identité, mais en même temps, on est toujours en train de chercher euh, ça vient de qui? Ça vient de qui? Parce que les parents qui sont l'un et l'autre finissent aussi par avoir un et multiple, qui est la famille, puis qui donne ensuite à la société. Là. Oui, c'est intéressant parce que de la façon, c'est pas la première fois que tu m'apportes une idée du même sens, mais là, je trouve que ça, pourquoi on est porté à faire ça, c'est qu'on cherche notre sens. Mm. Parce qu'on ne peut pas être un individu seul, dont l'identité n'est que par rapport à soi-même. On est situé dans le temps et dans l'espace. On vient après et avant, on fait partie de telle famille, de telle société. Puis ça, de tel pays, parce que l'identité des peuples est très importante aussi. Ouais. Fait que c'est sûr que... puis l'identité, moi, je trouve ça extraordinaire parce que on va toucher un autre aspect ici, c'est que Jean-Marc et moi, même si on s'est réparti les tâches, bien, on se rend compte qu'on peut facilement se mettre dans une boîte. Mais le fait d'échanger, ça permet de manger à la table de l'autre, je dirais. Puis, soi-même, de faire entrer dans notre menu des éléments qui sont complémentaires, puis c'est bon pour la santé. C'est très imagé, mais c'est très d'actualité. C'est ça. Puis ensuite, c'est que l'identité, moi, je peux dire, bon, moi, dans ma famille, on mangeait beaucoup de pâtes. Moi, j'aime les pâtes. Fait que là, bien, quelqu'un était élevé dans une famille où il mangeait beaucoup de légumes. Fait que là, tu dis, ah, moi, j'aime pas les légumes parce que, bon, moi, je n'ai pas été habituée à manger des légumes. Mais on peut manger à la table de l'autre, puis ça devient... Oui, je finis par aimer les légumes parce qu'ils sont bien apprêtés. Ils ne sont pas apprêtés comme, tu sais, juste dans l'eau, puis ça a bouilli. Là. Bon. Fait que pour moi, je trouve que toute cette ouverture-là est nécessaire. D'autant plus que, Jean-Marc, quand on fait nos échanges, puis qu'à un moment donné, on commence à essayer de voir qu'est-ce qui est de l'un, qu'est-ce qui est de l'autre, bien, il y a comme une quête d'identité là-dedans, mais on s'aperçoit très vite que vraiment définir notre identité, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Ça finit par être un peu stéréotypé. Mm-hmm. Tu sais, par exemple, je ne sais pas, moi, mettons que je ne sais pas quels sont tes goûts en termes de cinéma. Bon, moi, toi, tu vas aimer tel genre de cinéma, puis moi, je vais aimer tel genre de cinéma. Mettons, quelqu'un aime le cinéma de science-fiction, puis les voyages dans l'espace. Moi, j'aime pas ça. Moi, être dans l'espace, non, moi, c'est le contraire de la claustrophobie. Moi, c'est l'agoraphobie. C'est pas mon type de film. Je vais aimer des films d'aventure, par exemple. Bon. Je peux me catégoriser de cette façon-là. Je peux me catégoriser par toutes sortes de... Quel autre exemple je pourrais donner? Moi, je veux savoir où je m'en vais. Bon. Il faut que tu me dises c'est quoi le but, puis ça va être correct. Mais si tu ne me dis pas le but, je ne suis pas à l'aise. Mais à un moment donné, ça finit par être insatisfaisant parce que c'est juste des touches qui sont pas insérées dans un projet, qui ne sont pas insérées dans un... Ça n'a pas vraiment de sens. Fait qu'on dirait que ce que je suis, c'est je serai.
Je ne suis pas juste ce qui vient de mon éducation. Je ne suis pas juste ce que je suis présentement. Je suis en devenir. Alors, ce que tu exprimais à la fin, Francine, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, c'est quoi, moi, mon mode de pensée? Fait que c'est un peu comme si tu me donnes un devoir pour le prochain épisode. Puis j'ai beaucoup... il y a certains éléments que j'ai beaucoup aimés dans notre discussion d'aujourd'hui. Puis le fait que la Trinité, moi, je la voyais davantage un et multiple. Puis le fait que tu dises que c'est l'un et l'autre, à cause du rapport père et fils, là, on le voit à plein dans l'Évangile, mais on dirait que j'étais comme toujours portée à me dire, ben oui, mais il y a l'Esprit. Oui, oui, mais il y a l'Esprit, donc c'est multiple, donc c'est multiple. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais probablement réfléchir, que c'est l'un et l'autre, et l'un et le multiple. C'est pas juste un des deux. Premier tour de table. C'est avec vraiment beaucoup d'enthousiasme qu'on est rendu à cette partie essentielle de notre émission. Alors, merci beaucoup pour les questions qui ont été soumises. Francine, qu'est-ce que tu en penses de ce tour de table? Ben, pour moi, c'est dès le départ, pour la formule qu'on voulait avoir pour nos épisodes, je considère que la période de tour de table est fondamentale parce que on dit on met la table, on fait une mise de table. Si on ne sait pas si les gens ont aimé ça, s'ils ont trouvé qu'il y avait trop de sel ou pas assez de poivre, bien, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on va leur servir la prochaine fois. Alors, pour moi, c'est essentiel parce que c'est la dimension de la complémentarité. C'est pas juste notre dialogue à nous, c'est le rapport avec les gens. Puis, pour moi, les personnes qui nous écoutent, bien, pour moi, je peux vous dire que j'ai bien hâte d'avoir d'autres commentaires pour voir où cette conversation va nous mener. Et puis, la première question qu'on a, bien, je dis toujours que pour moi, l'important, c'est le commencement, parce que tout le reste en dépend. Bien, la première question que nous avons, bien, c'est la base de cette conversation, parce que c'est le premier retour qu'on a par rapport à la mise de table qu'on a faite. Alors, première question. Première question, Vincent, accepterais-tu de nous lire la question? Oui. Alors, question de Reine. Très intéressant d'entendre parler de complémentarité par deux animatrices agréables à voir et à écouter. Personnellement, il me semble toutefois qu'il y a des valeurs et des points de vue irréconciliables. L'actualité nous les présente au quotidien. Alors, la complémentarité serait-elle une autre utopie, comme celle de la paix dans le monde désirée mais impossible? C'est une grande question. Oui, c'est Beaucoup une de grande développement, question. beaucoup de... Alors, Il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir parce que c'est une question qui pose directement la question de notre vision du monde. Parce que qu'est-ce qui est sous-entendu dans cette question-là de Reine? Reine, je m'adresse à toi. Je la reçois vraiment comme une question que je me suis posée moi-même. Parce que, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que c'est une utopie? Une utopie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être la première question que je me poserais. Une utopie, ça veut dire un non-lieu. C'est utopie, topia, c'est lieu, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Alors, comment peut-on dire que la paix est une utopie? Pour quelle raison va-t-on penser que la paix est une utopie? Probablement parce qu'il y a encore des guerres. Alors, c'est un peu comme si même il y en a qui ont déjà dit que la paix, c'était un entre-deux-guerres. Alors, dans une certaine mesure, c'est qu'on désire la paix, puis le fait qu'il y a encore de la guerre, pour nous, c'est comme contradictoire. c'est comme si la paix était impossible tant qu'il y aura de la guerre. Tant qu'il y aura de la guerre. Exactement. Alors, la complémentarité, qu'est-ce qui arrive avec la complémentarité? Pourquoi pourrait-on penser que la complémentarité est une utopie? Je pense que c'est parce qu'il y a de la division. On n'est pas complémentaires, on s'oppose. Alors, tant qu'il y aura de la contradiction, tant qu'il y aura des oppositions de pensée, de tempérament, la complémentarité, vraiment, ne sera pas possible. Ce serait une utopie. Mais c'est comme si on va s'empêcher d'essayer de la vivre étant donné que ça ne marchera pas.
C'est exactement la question qu'on peut se Ouais. poser. Qu'est-ce que c'est que, par exemple, admettons, Reine, j'essaie de voir comment tu vois la paix. Est-ce que la paix, Jésus, par exemple, a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne, je vous donne ma paix. Est-ce que le Christ a connu la paix? On pourrait dire que si on regarde sa vie, comment elle s'est Il terminée, était dans un temps de guerre aussi avec il y l'occupation. avait de l'occupation. C'était pas paisible là, dans cette époque-là en Oui, Israël. absolument. Alors, moi, je pose la question du fait que la paix, il y a une profondeur dans la paix qui fait en sorte que tu peux vivre la paix même en temps de guerre. Je pense qu'on peut même se poser la question s'il n'est pas possible de vivre la paix ou la complémentarité, même s'il y a de la guerre ou de la division. Ça me fait penser à, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est François qui disait ça, mais François, le pape François, pardon. OK. Oui, le pape François, Ier, qui disait un chrétien se doit d'être joyeux. Mhm. Mais comment est-ce qu'on peut être joyeux quand on voit toute la tristesse de ce monde? C'est un peu le même, Mhm. je veux dire, c'est pas paradoxe, mais en fait, c'est le même appel. Mhm. Fait que c'est pas parce que le monde est triste qu'on ne peut pas avoir la joie de l'Esprit Saint. C'est ça, exactement. Là, tu rejoins l'idée que que l'Esprit Saint a quand même un rôle dans cette espèce de gérance des contradictions. Mm. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent la séquence de la fête de la Pentecôte, qui est la fête où on célèbre la venue de l'Esprit Saint sur les C'est apôtres, vrai. dans la séquence elle-même, c'est dans le labeur, le repos, dans la Peine, le réconfort. dans la peine, le réconfort. Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas répondre à tout ce qui est impliqué dans ta question, Reine. Mais là, la conversation a commencé. Parce que la complémentarité elle-même, si ce n'est pas une utopie, on a à découvrir comment on peut vivre la complémentarité alors qu'il semble y avoir des éléments irréconciliables. Parce qu'on pourrait dire complémentarité et irréconciliable, c'est une contradiction. Alors, s'il y a des éléments qui sont irréconciliables, il n'y aurait pas de complémentarité possible. C'est une espèce de logique de non-contradiction que tu exprimes. Alors, je ne sais pas comment toi tu réagis, Reine. Je te dis tu, je me permets de te dire tu, je pourrais dire vous aussi. Comment toi tu réagis à ça? Comment est-ce que tu enchaînerais sur ce que je viens de dire? Peut-être que Dolène, toi, tu peux. Il y a peut-être d'autres éléments que tu vois dans ce qu'a dit Reine. Moi, ce qui m'avait frappé au début, c'est l'espèce d'absolu aussi dans la question. Le fait, un peu, tu l'as bien exprimé, le fait que on considère que c'est quoi notre absolu de la paix. Puis en fait, ça me rappelle à quelque chose que tu as dit, je pense, justement, dans l'épisode dont on parle là, c'est que même la complémentarité, ce ne doit pas être un absolu en soi. Mhm. Fait que je dirais que c'est un peu ça qui m'a... On souhaite quelque chose de... On a un désir, une espèce de désir d'absolu, que tout soit beau, en fait, c'est l'espèce de désir d'origine. Mhm. Puis là, en posant la question, c'est comme si on dit, à l'origine, il a raté son coup, parce que maintenant, on ne le vit pas aussi. Mhm. Fait que il y a une forme de baisser les bras un peu, je sentais dans la question, et en même temps, il y a un désir profond. Fait que je pense qu'il y a comme les deux, il y a un désir qui est exprimé dans cette question-là. Puis là, je ne sais pas si on revoit à l'origine, quand Dieu dit, parce que Francine, tu utilises beaucoup la Genèse, fait que tu disais aussi, Dieu vit que cela était bon. Mhm. Et donc, si Dieu a vu que cela était bon, est-ce que ce qui est venu par la suite, la faute, fait que tout est complètement impossible ou Mhm. qu'on ne peut pas goûter dès maintenant à ce que Dieu a vu de bon
dans la création et particulièrement dans l'homme. Mhm. Fait que ça appelle à l'espérance, mais la question de voir la bonté de Dieu, puis je pense que c'est un peu ça aussi que la séquence, tu parles de la séquence, mais le fait que l'Esprit Saint, La séquence de la Pentecôte. la là. séquence de la Pentecôte, puis le fait que quand on dit dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, c'est que malgré tout, Dieu vient nous apporter ce qu'il nous faut pour passer à travers ces difficultés-là, ces souffrances-là, les écueils, ce qu'on voit dans le monde. Fait que je dirais que c'est un peu ça, c'est la question de l'absolu, mais en même temps le désir profond qu'on sentait dans la question, Ouais. dans ta question, Reine. Puis, ce que tu viens d'élaborer, moi, ça me mène à penser que les épreuves, dans une certaine mesure, les difficultés qu'on rencontre, la division, les guerres, ce sont des épreuves. Puis je pense que les épreuves font aussi, si on les traverse, il y a des fruits. Mm. L'épreuve amène à une preuve que l'adversité c'est pas elle qui triomphe. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des épreuves énormes, puis qui ont eu des fruits extraordinaires. Je ne nie pas qu'il y a des personnes qui ont vécu des épreuves dans lesquelles on peut penser qu'ils n'en sont pas sortis, puis qu'ils ont... Mais c'est difficile de juger ce genre de choses, parce que qu'est-ce que la personne vit intérieurement, comment tout ça se produit. Alors, moi, je trouve que la question de Reine, c'est une question fondamentale dans notre attitude face à la vie. Puis, je pense que on ne videra pas ta question, Reine. C'est sûr que elle peut toujours revenir parce que la vie bouge. On n'est pas dans un état stationnaire où, à un moment donné, il ferait soleil tout le temps. Parce qu'il fait soleil, il pleut, la pluie est nécessaire aussi. Alors, il y a du soleil, la pluie, du froid, du chaud. La vie, c'est ainsi. Alors, cette vie-là, même s'il y a des éléments qu'on peut comprendre qu'ils sont, on les voit comme négatifs, il y a moyen, je pense, de s'arrêter puis de faire dans notre esprit, dans notre cerveau, un espace pour accueillir le sens. Parce que je pense qu'à un moment donné, ce qui fait qu'on est un peu déçu de la vie, c'est qu'à un moment donné, on perd le sens. On ne sait pas. C'est insensé. Pourquoi que c'est ainsi? On cherche un sens, puis on ne le trouve pas. Alors, ça vaut la peine de s'arrêter, puis sur des questions aussi fondamentales que celle-là, parce que ça nous met sur une base de réalité, je dirais. Parce qu'on n'est pas toujours... notre morale n'est pas toujours au beau fixe. Me permets-tu? Je m'excuse, me Oui. permets-tu? Mais en fait, moi, ce qui Vincent. me frappe, c'est qu'on met dans la question, alors la complémentarité serait-elle une autre utopie comme celle de la paix? On met la complémentarité et la paix en parallèle. Mais dans le fond, la complémentarité est un moyen d'obtenir la paix. Mhm. Donc, plutôt que de les mettre en parallèle puis que ça ne se touche pas, le principe, qu'est-ce qu'on parle quand on dit exercer la complémentarité? Parce qu'on l'a utilisé quelques fois l'expression. Peut-être que ça, on pourrait développer un petit peu juste pour qu'on comprenne un peu c'est quoi. Mais dans le fond, je le fais, c'est si je veux travailler dans le sens de la paix, me servir de la complémentarité ou de cet outil-là, au lieu de mettre deux réalités en parallèle, on les fait travailler ensemble. Mhm. Intéressant, c'est intéressant. Je ne sais pas comment Reine réagit à ça, mais effectivement, la complémentarité, mais comme il a été question dans le premier épisode où j'ai parlé du principe de non-contradiction, c'est que dans le fond, on se trouve avec des contradictions, la paix ou la guerre, la complémentarité ou la division. Fait que là, si on reste dans un affrontement comme celle-là, bien, c'est sûr qu'on se retrouve avec des parallèles. Il y a toute une section qui est comme bonne ou souhaitable, puis toute une partie qui n'est pas souhaitable.
Puis à ce moment-là, bien, si tu fais un absolu de ce qui est souhaitable, c'est T'es presque déçu. tu es déçu. Parce que dans la vie, tu n'as pas le beau fixe, tu n'as pas toujours le soleil. C'est une façon que je prends pour exprimer la chose. Alors, la complémentarité, c'est un principe qui, justement, permet de dépasser le principe de non-contradiction. C'est pas que le principe de non-contradiction n'a pas de valeur, parce qu'il nous permet d'identifier clairement une chose et l'autre. Mais il peut nous bloquer parce qu'il a de la difficulté à gérer des éléments qui sont conflictuels. Est-ce que le principe de non-contradiction est un peu un exemple d'absolu qui tend, ça tend vers l'absolutisation justement d'une position versus une autre, puis que la complémentarité vient l'aider à réconcilier ces deux... Je dirais que je pense que comment je pourrais dire ça? Donc, c'est juste qu'est-ce que tu dis, parce que le principe de non-contradiction, dans une certaine mesure, il dit que la réponse, c'est soit l'une, soit l'autre. Fait qu'il y a comme une espèce de... C'est une ou l'autre. Fait que, alors, à ce moment-là, si tu absolutises le bien d'un côté puis le mal de l'autre côté, bien là, à ce moment-là, tu vas dire la guerre, c'est pas bon. Mais il y en a qui ont déjà dit qu'il y a des guerres justes. Parce que, par exemple, même dans la loi, on parle de légitime défense. Il y a une légitime défense. Alors, c'est pour ça que le principe de non-contradiction, si on l'absolutise, puis qu'on travaille de façon à polariser deux éléments, mais c'est difficile de sortir de cette, comment je pourrais dire ça, de cet engrenage, je dirais. Puis, je pense que dans les discussions, par exemple, quand il y a une opposition très, très marquée en deux points de vue, mais c'est un petit peu ça qui se passe. C'est que tu finis par voir l'autre position comme étant mauvaise. Il n'y a plus d'écoute. Il n'y a plus d'écoute parce que tu te défends. Parce que si c'est mauvais, il faut que tu te défendes, nécessairement. Puis il faut que tu aies la victoire sur l'autre. Alors, la complémentarité par rapport à la paix, je pense que oui, il peut y avoir des rapports. Alors, merci beaucoup, Reine, pour cette question qui nous a été soumise en lien avec l'émission Écrire à deux. Et merci à tous ceux aussi qui ont laissé des commentaires. Et on vous invite encore une fois vraiment à nous laisser vos commentaires, vos questions. On vient de faire dans cet épisode, on vient de mettre la table pour l'un et le multiple. Première partie, il va y avoir deux parties à cette émission. Alors, si vous avez là, des réflexions, des réactions à ce qui a été livré, ce qui a été mis pour votre mise en bouche, alors n'hésitez surtout pas, ça nous fait... pour nous, c'est vraiment... Ça participe à la conversation, vraiment. Et ça nous prépare, ça dispose. Hein? Donc, c'est vraiment une conversation à la table. Donc, on vous invite encore une fois, chaleureusement, à nous laisser au bas de la vidéo. Merci. Merci, Francine. Merci, Dolène. Merci, Vincent. Merci, ben oui, c'est vrai. Merci, Vincent. Pour nous autres, oui, c'est ça.